Aslema, bonjour. Je me présente, Rim Benzina, je suis la présidente de l'association La Saison Bleue. C'est une association qui a été créée en 2018 et qui œuvre pour la protection du littoral tunisien, mais pas que, ainsi que pour le développement de l'économie bleue durable. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accompagner dans cette masterclass qui traite sur le sujet de la préservation des océans et des mers et aussi sur le développement d'une économie bleue durable. Et avant d'entamer donc notre masterclass, je vous invite à suivre ce spot. Les océans et les mers recouvrent 70,8% de la surface du globe de la Terre. Je ne sais pas si vous vous imaginez. En plus, tout ce que vous respirez aujourd'hui provient des océans. La moitié de l'oxygène que nous respirons provient des océans. C'est-à-dire que c'est encore plus important que toutes les forêts de l'Amazonie. 25% du CO2 est absorbé par ces océans. Il est absorbé comment ? Il est absorbé par les coraux, par les herbiers. Et quand je dis les herbiers, c'est bien évidemment la Posidonie, c'est bien évidemment les mangroves. Vous savez, ces forêts avec des racines dans l'eau. C'est absorbé également par les forêts varèches. Ce sont d'immenses forêts d'algues marines qui se trouvent dans l'océan, progressent dans des climats tempérés et en Arctique. Et donc, toute cette flore qui caractérise notre océan, elle nous fait vivre. Il capte par ailleurs 90% du réchauffement qui est émis par les effets de serre. Et si les océans n'existaient pas, on ne pourrait pas survivre à ces températures parce qu'il a un effet de régulateur du climat. Ils abritent 94% de la biodiversité. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça constitue quand même une vraie part de garde à manger pour les humains. Et ça constitue encore plus une sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Et donc aujourd'hui, quand on voit ce que ça apporte, en tout cas en termes de consommation du poisson, on va voir que depuis 1960 à 2020, les taux de consommation en kilos par habitant a explosé. On parle d'un chiffre de 9 kilos en 1960, aujourd'hui on est à 21 kilos par personne. Donc vous imaginez un peu ce que nous faisons, comment on a évolué dans nos manières d'alimentation, dans notre façon de faire avec cet océan. Cet impact, au fait, il est lié aussi à une économie bleue. Parce que qui dit consommation de poissons dit obligatoirement pêche, et dit donc création d'emplois. Les océans sont une source d'alimentation pour 3,1 milliards de personnes. Et quand on parle d'économie bleue, grâce à la pêche, on a une création d'emplois de près de 30 millions directs liés aux océans et 60 millions pour tout ce qui est pêche et aquaculture. Et aujourd'hui encore, pour l'aquaculture, on voit que vraiment, il y a un intérêt fort et les chiffres ont explosé carrément. On ne parle plus d'un apport de 1 million ou 2 millions. Non, on a fait un bond de plus de 527% à l'échelle mondiale.
c'est capital. C'est qu'aujourd'hui, grâce à l'aquaculture, on crée des emplois, on nourrit des gens, mais tout ça a un impact aussi sur les océans. 90% du commerce international est assuré par le transport maritime. On note qu'en 2019, le volume mondial des marchandises atteignait 2 milliards de tonnes, contre 605 millions il y a 20 ans. Vous imaginez un peu, hein, ces grands bateaux avec de grands conteneurs et on construit de plus en plus de grands bateaux pour pouvoir avoir de plus en plus de conteneurs pour assurer la demande internationale. Les océans ne sont pas uniquement une vaste étendue d'eau. S'ils étaient un pays, ils seraient la 7e puissance mondiale avec un chiffre d'affaires pour le PIB de plus de 240 milliards de dollars. C'est une vraie économie bleue. Et on voudrait encore plus qu'elle soit durable. Si jusqu'à aujourd'hui, les médicaments issus juste de la terre, on trouve que la science se tourne de plus en plus vers la mer, c'est-à-dire via les produits de la mer, comme les mollusques, les poissons, les algues, les crustacés. Tous ces éléments nouveaux qu'on découvre, toutes ces molécules qu'on arrive à extraire, soignent les traitements de demain, on va dire. Elles sont les traitements de demain. Si je prends l'exemple de l'arnicole, ce ver marin qui peut rester en apnée plus de 6 heures à marée basse, les chercheurs se sont dit mais il y a quelque chose à explorer. Et effectivement, on a appliqué ce procédé, cette molécule, pour les greffons. Et du coup, on a fait une avancée incroyable parce que les greffons, on a pu les conserver plus de 6 heures, jusqu'à 48 heures. Autre élément, par exemple, si je vous donne le chitosan qui permet, grâce à sa molécule, de cicatriser plus rapidement. Et de ce fait, grâce à l'exploitation, vous savez, des déchets de crustacés et de crabes, on a pu réaliser des pansements. Donc la mer, elle regorge d'innovation, peut-être on pourrait appeler ça comme ça, d'innovation. Elle pourrait être une source pour la biotechnologie, pour la santé, sachant que les océans, à 90%, restent inexplorés. Et quand on dit 90%, c'est toute l'humanité qui pourrait s'intéresser à ce qui se trouve. Mais sans un cadre légal, on pourrait être aussi mené vers un danger. Parce que 70% de cet espace, il est vraiment permis à toutes les puissances, de tous les États, de tous les pays, de pouvoir l'exploiter. Et on pourrait être, je dis en danger, parce que sans le cadre légal, on pourrait confondre les frontières, on pourrait être dans l'excès dans cette exploration. Donc je le répète, il faut vraiment mettre un cadre légal. Et ça a été dit aussi suite à la conférence internationale qui a eu lieu à Lisbonne au mois de juin. C'est une des recommandations à retenir. Je pense qu'on a assez parlé des océans, même si les océans englobent aussi les mers. Donc là, je souhaiterais faire un focus sur notre mer méditerranéenne. Au fait, c'est vrai que par sa taille, elle paraît toute petite. Elle ne représente que 0,7% de la surface des océans. Mais notre Méditerranée, elle nous est chère d'abord. Et je dirais qu'elle est un réservoir de biodiversité. Rien que quand on a les chiffres devant nous, on a 17 000 espèces endémiques en Méditerranée. Et malheureusement, 40% d'elles sont menacées. Mais quand on voit le transport maritime qui arrive de la Chine, qui arrive de l'océan Indien et qui traverse le canal de Suez, et ce commerce maritime qui se fait grâce à ce passage par la Méditerranée, on comprend son influence, on comprend son importance. Mais cette Méditerranée, on va dire qu'elle subit elle aussi des dangers, des menaces, et qu'il est temps aujourd'hui de prendre en considération l'état de santé de nos océans et de nos mers. C'est bien beau, ils nous protègent, hein, mais est-ce que nous, on les protège? De quoi ils sont menacés? Je vais vous dire du réchauffement climatique, par exemple. Ce réchauffement climatique, on l'a ressenti, nous, en Tunisie, ces derniers temps. Vous avez vu certainement cette canicule depuis le mois de juillet, cette élévation de température. Quand je dis élévation de température, ce n'est pas une petite élévation de température. On parle de 5 degrés de la température de la Méditerranée.
Ça ne s'est jamais vu. D'habitude, c'est 1 degré, 1,5 degré. Même dans les pronostics, on ne s'était jamais imaginé atteindre les 5 degrés. Cela a un impact direct sur la biodiversité et sur les poissons. D'ailleurs, on a vu des articles qui sont sortis sur cette canicule. On a observé des poissons qui étaient complètement désorientés. Parce qu'effectivement, ces poissons recherchent des eaux froides. Ils ne les trouvent plus. Il y a aussi le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il provoque? La montée du niveau de la mer. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est la fonte des glaciers. Et ce n'est pas uniquement la fonte des glaciers qui va provoquer l'élévation du niveau de la mer. Non, c'est cette accumulation d'eau douce dans les océans qui va être dilatée de manière plus facile. Et donc c'est cette dilatation qui provoque la montée du niveau de la mer. Et quand on parle de niveau de la mer, on imagine les villes qui vont être menacées, qui se trouvent sur le littoral. On va parler aussi d'une perte de la biodiversité, des algues, qui malheureusement subissent les effets de la pêche et de la surpêche et de la pêche illicite. Ça a un impact direct parce qu'il y a le chalutage. Quand on parle de chalutage, on voit qu'ils arrivent et ils raclent les fonds des mers et des océans et emportent avec eux toute cette biodiversité qui est au fond. Et donc, c'est des algues, c'est des petits poissons dont ils n'ont pas besoin. Et le fait de les rejeter par la suite vers la mer, ça ne résoudra pas le problème. On a quand même effectué une surpêche. Je reviens vers notre Méditerranée. Est-ce que je pourrais dire que notre Méditerranée se tropicalise? Oui, certainement, puisqu'on assiste à une invasion de nouvelles espèces qui arrivent du canal de Suez, par exemple. Nous, en Tunisie, on a subi quand même le crabe bleu, qu'on a appelé DH. Pourquoi DH? Parce qu'il massacrait tout sur son passage. C'était vraiment celui qui arrive et hop, en 2 temps, 3 mouvements, j'attaque les algues, j'attaque les crustacés, je dévaste et je prolifère rapidement. D'autres espèces sont arrivées, le poisson-lion, le barracuda. Vous imaginez, on a en Méditerranée des barracudas. Ils sont dangereux en plus. Il y a la méduse blanche qui est arrivée, les algues rouges. L'autre menace dont tout le monde est concerné, c'est le plastique, la pollution par le plastique. Effectivement, aujourd'hui, on constate 8 millions de tonnes de plastique rejetées dans les océans. Cette masse, on va dire, de déchets qui arrivent, elle a comme origine la Terre, parce que chaque individu jette un bâtonnet, soit le plastique à usage unique, et tout se retrouve par la suite, soit sous l'effet des crues, soit sous l'effet des grandes averses, dans des rivières qui continuent d'acheminer le tout vers les océans. Dans les plastiques, on compte aussi les filets des pêcheurs. Effectivement, certains filets sont perdus et donc ils menacent des créatures comme les tortues, comme des dauphins, qui se trouvent malgré eux emprisonnés. Donc soit c'est le plastique qui va les emprisonner par les sacs plastiques, par tout ce qu'ils ingèrent. On a même trouvé une tortue avec un bâtonnet, une autre avec une paille dans les narines. Donc imaginez un peu ce que ça peut provoquer chez cette pauvre tortue comme malaise respiratoire. Et ça a un autre impact au fait, c'est toute la chaîne qui est fragilisée. Parce que le poisson en premier, bien évidemment, quand il ingurgite ces plastiques qui sont des microplastiques, va contaminer les oiseaux et par la suite, on les retrouvera chez l'humain. Alors pensez-y à 2 fois avant de jeter quelque chose, soit par terre, soit dans votre évier. Je vous le conseille d'ailleurs. Commencez par chez vous. La Tunisie n'est pas en reste, il faut savoir qu'on a à peu près 2,6 millions de tonnes par an qui sont issus des produits ménagers, dont 9% sont d'origine plastique. Comment y remédier? C'est toute la question par la suite, mais d'abord d'installer peut-être centres de déchets, etc. Que dire de plus?
que faire aujourd'hui? Ce n'est pas que dire, c'est il faut apporter les solutions. Tout est entre nos mains, nous les humains. C'est nous qui sommes les premiers à ne pas respecter cet environnement. Mais les challenges ne sont pas tous d'ordre environnementaux ou de changement de mentalité. Non, il y a aussi des challenges d'ordre économique. Quand on pense à la Tunisie, on pense à ces 1300 kilomètres qui bordent le littoral, mais aussi à la moitié des 24 gouvernorats qui ont une façade maritime. On a aussi les ports et les ports de plaisance ainsi que les marinas, au nombre de 8. On a 40 ports de pêche. Rades, notre port industriel, on va dire, commercial, le poumon de la Tunisie. Eh bien, ce port pourrait mieux faire quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, la Tunisie voit passer de l'est à l'ouest les navires de transport maritime, mais elle n'arrive pas à les capter. Pourquoi? Parce que 6 ports ne sont pas adaptés. Ils ne peuvent pas effectuer effectivement un transbordement de bateaux, de navires qui contiennent plus de 1500 conteneurs. Ils ne répondent pas aux standards internationaux. On a une perte de 20% de PIB sur le secteur du transport maritime. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'on attend? Aujourd'hui, les déficiences arrivent directement soit d'un manque de coordination des services portuaires, soit d'un ralentissement du démarrage des investissements, que ce soit par exemple le port en eau profonde, que ce soit la logistique, la mise en place d'une logistique, que ce soit les quais 8 et 9 à Rades. On prend des cas simples pour que vraiment vous puissiez vous imaginer ce qu'on pourrait devenir, nous, Tunisiens, avec un port en eau profonde comme celui de Tangemet. Il est aujourd'hui le premier hub de la Méditerranée. Eh bien, à nous de faire en sorte de devenir peut-être le deuxième avant de devenir le premier. D'autres challenges attendent la Tunisie. Elle avance petit à petit, on va dire, dans le secteur de l'aquaculture. Effectivement, on produit 15 300 et quelques tonnes, mais c'est minime par rapport à toute cette Méditerranée où on voit la suprématie de la Turquie et de l'Égypte. Nous, on a 1% de toute la production aquacole de la Méditerranée. Alors, il y a un défi à relever là aussi. L'économie bleue représente 12% du PIB, mais en comptant la grande part pour le tourisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1% pour l'industrie aquacole et le reste, pêche, transport maritime, il est néant pratiquement. Et donc vraiment, tout le reste pour le tourisme. Le tourisme aujourd'hui devrait être peut-être dans une vision d'un tourisme éco-responsable, avec des maisons d'hôtes, avec les touristes qui arrivent, ils sont au nombre de 9 millions sur notre littoral. Et donc ça suppose des centres d'intérêt, d'autres choses, à part la mer et la plage, la culture par exemple, des festivals, de la plaisance. Ça c'est important, il faudrait le développer aussi et le lier au tourisme. Parmi les solutions, serait d'avoir 30% d'aires marines protégées pour protéger la biodiversité, serait d'encourager encore plus des acteurs de l'économie bleue, comme ceux qui investissent dans les aquacultures ou le commerce des algues aujourd'hui. Aussi investir énormément sur les jeunes, la jeunesse, l'éducation et consolider notre relation nord-sud, sud-nord, parce qu'effectivement le bassin méditerranéen, il est composé d'une frange du nord qui est bien développée et nous, ceux du sud, on cherche à avoir des financements, on cherche à pouvoir réaliser nos projets et sans l'aide du nord, on n'y arrivera pas, en tout cas pas maintenant, pas encore. Et donc ce partenariat doit rester plus solide, il doit être encore consolidé. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas une prétention, que la saison bleue contribue à apporter ces solutions. Au fait, au constat de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a quelques années, j'ai été alertée, touchée. Je me suis dit, la Tunisie qui a ce positionnement unique, qui a ce passé riche, on parle de 3000 ans de culture, de l'arrivée de la reine Didon à Carthage, qui a fondé Carthage, qui a instauré
sa puissance dans ce bassin méditerranéen avec 300 comptoirs de commerce. Où sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait, la Tunisie? Elle tourne le dos à la mer? Est-ce qu'on a le droit de la laisser faire? Non. Et donc, on s'est réunis, un collectif de la société civile, pour dire on va d'une part essayer de stopper le déclin de notre littoral, de nos océans et de nos mers, promouvoir notre richesse autrement et développer cette économie bleue qui est en mauvaise posture. Effectivement, nous, on alerte par notre newsletter, on accompagne des écoles, on essaie de sensibiliser la jeunesse, parce que ce sont eux, notre future génération, qui va porter tous ces sujets, qui va peut-être être plus impactée que nous. L'éducation est importante, la sensibilisation encore plus. La sensibilisation via les écoles et pour les citoyens lambda. Dans les plages, partout où on peut, on organise des ateliers avec nos partenaires, bien évidemment, on n'est pas seul. On ne peut pas travailler seul, on ne peut pas réussir seul. Il y a aussi la culture par les festivals. Tout ce qui s'organise, on est partenaire à ces festivals pour promouvoir la culture. Tout doit passer aussi par la joie. On doit apporter la joie pour convaincre, pour faire aimer la mer, pour faire apprendre la mer. Donc ce que je disais, c'était notre passage dans toutes les villes et la projection de films. Moi, j'ai obtenu cette année, par exemple, de projeter un très beau film qui parle de la Méditerranée. Ça s'appelle « La Méditerranée, l'Odyssée pour une vie » de Frédéric Fogéa. Il y a aussi l'appel à projet Amouège, par lequel nous essayons d'apporter une solution, d'apporter un apport financier à des porteurs de projets, toujours dans le domaine de l'économie bleue durable. Nos actions sont diverses, bien évidemment, et elles se clôturent généralement au mois d'octobre par notre forum. C'est soit la fin du mois de septembre, soit début octobre. Cette année, ça sera encore le 23 septembre avec notre forum. Cette année, ça va être plus spécifique. Une journée de travail entre experts, une journée fermée entre nous pour trouver des solutions pratiques à ce que serait l'océan en 2050. On n'a pas le temps, vous savez, 2050, c'est demain. Toutes les projections vont être faites sur 2050. C'est une thématique de prospective. Et au bout de cette journée, on sortira avec un livre bleu. La saison bleue voudrait que tous les citoyens tunisiens ou du monde ressentent cette émotion. Ces villes, comment faire apprendre aux citoyens tunisiens à aimer sa mère pour la protéger. Il n'y a que ce mot. On ne protège que ce qu'on aime et pour cela, il faut apprendre ce qu'il y a dans les océans, ce qu'il y a dans la mer. Ça, c'est notre rôle. Nous, on sera toujours là pour dire il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser, mais vous êtes aussi responsables. Et c'est là où je vous appelle. Je vais vous parler aussi de notre emblème, l'emblème de la saison bleue. Au fait, on s'est intéressé à l'éponge qui a été largement utilisée par Yves Klein dans ses œuvres. Aujourd'hui, c'est des œuvres inestimables, mais ces éponges ont une origine, celle de Kerkena. Et on s'est dit, écoutez, la Tunisie regorge de cette éponge et on va la prendre en tant qu'emblème pour vraiment montrer ce que nous allons faire, comment on va être en lien permanent avec la mer grâce à cette éponge. Je reviens sur le bleu Klein, donc, qui caractérise notre logo, mais toute notre action est portée ainsi. On fait une allusion au peintre, à la culture, donc, à ses œuvres, mais aussi à cet être qui vit dans les mers. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi cette masterclass. J'espère que j'ai été assez, pas trop longue en tout cas, mais assez précise. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, c'est www.lasaisonbleue.com et je suis à votre disposition. Merci à notre partenaire La Biat qui m'a permis d'être ici avec vous.
بيات ملتزمون معكم.